Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous présenter, une étude qu'on a conduite, pour, Atout France sur, la sensibilité des clientèles, touristiques au tourisme durable. Je reviendrai juste après, sur la méthodologie. C'est une étude qui a été conduite, en 2022. Vous présenter également, notre lecture, des pour les destinations, la Bourgogne, Montagne du Jura, Vosges du Sud et puis, également pour les socioprofessionnels de ces destinations. Heu, si je reviens sur la méthodologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cette étude en 2022, mais on avait fait, en 2010, une première étude sur les clientèles du tourisme durable. Donc Atout France, s'était mobilisé sur le sujet, très tôt, et avait, déjà, interrogé, les mêmes marchés, hein, France, Royaume-Uni, Allemagne. Donc ça nous permet, sur un certain nombre d'indicateurs clés, de voir les évolutions. Donc c'est une étude qui est, extrêmement riche, hein, parce que, on avait une vingtaine de minutes de questionnement, une centaine de questions. On est parti, du développement durable, de la sensibilité, environnementale, des éco-gestes dans la vie de tous les jours, puis évidemment, on focus ensuite sur le tourisme durable, la place de la destination France. Elle a donné lieu, à une publication qui est diffusée par Atout France avec, l'intégralité des résultats. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, un petit abstract avec les principaux enseignements. On s'est intéressé, comme cible aux clientèles touristiques potentielles de la destination française, donc la destination France. Donc ça veut dire que sur les Français, on a interrogé un échantillon représentatif de la population française. Donc les résultats sont comparables, extrapolables, et comparables à d'autres études qui sont conduites sur les Français. Pour les étrangers, on a fait un petit peu différemment. On s'est intéressé à des, Allemands ou des Britanniques qui partent en vacances à l'étranger, donc qui sont partis durant les 5 dernières années. Il y a l'effet covid, on sortait de covid, donc on a pris une fenêtre relativement large, pour être vraiment sur notre cible et ne pas s'adresser soit ne pas, avoir des résultats qui prendraient en compte, des gens dans les marchés étrangers qui, ne partent pas du tout à l'étranger et ne sont pas susceptibles de venir en France ou dans vos destinations. Alors je ferai des petites pauses, hein, pour les questions, dans la présentation. Donc premier enseignement sur, l'écologie, au quotidien, très rapidement. Ce qui apparaît de façon très claire, c'est qu'on a une sensibilité environnementale des clientèles qu'on a interrogées. On a aujourd'hui une prise en compte massive des logiques environnementales. En tous les cas, en Europe, on va, pas retrouver, beaucoup de climato-sceptiques. On va avoir, entre 75 et 95 des clientèles potentielles qui se disent sensibilisées aux enjeux environnementaux, qui le traduisent dans leur pratique au moins à un premier niveau, par exemple avec des éco-gestes, faire attention, quand on, voilà, quand on à l'eau, trier les déchets, être sensible à un certain nombre, d'éléments comme le made in France, comme le made in dans mon propre pays. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les clientèles potentielles, sont, impeccables et aucun de nous l'est, sur toutes les thématiques et chacun, choisit parfois ses domaines d'intervention. Mais on a quand même un socle de sensibilité et clairement, cette accélération par rapport à l'étude de 2010, où on était plutôt sur un 50-50, voilà, trouve ses sources également dans la crise sanitaire et avec des aspirations fortes, au moins à ce moment-là, pour faire différemment d'avant. Ça se traduit donc par des pratiques, assez variées au quotidien. Ça se traduit par des gestes éco-citoyens, donc comme je le disais, le tri sélectif, faire attention à l'eau, faire attention, à éteindre les lumières et cetera. Ça se traduit aussi dans des consommations, des achats responsables dans divers domaines, l'alimentation, l'énergie, l'hygiène, les produits d'entretien, l'habillement, le cosmétique, avec des réflexes de seconde main, par exemple, qui commencent à monter en puissance. Et puis, ça se traduit aussi par une forte sensibilité à l'origine, traçabilité des produits. Ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est qu'on voit que la concrétisation est plus difficile sur 2 sujets et sur 2 sujets, qui évidemment, concernent le tourisme, la mobilité, on y reviendra et le hors domicile, loisirs et vacances. Donc si on a, commencé à intégrer des choses au quotidien, quand on est à domicile, c'est un peu plus compliqué quand on est hors domicile, en loisirs ou, pendant ses vacances. Sur le tourisme durable, quelles évolutions?
Donc, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, ça suit. On a une évolution à la hausse de plusieurs indicateurs, à la fois, la connaissance du concept et du terme, à la fois des pratiques touristiques et de mobilité durable qui étaient vraiment très confidentielles en 2010 et qui commencent à concerner, alors pour tout ou partie, hein, pas forcément des séjours 100 durables, mais une mobilité durable, la recherche d'un accès au terroir, au marché, ou à de la restauration, en circuit court. Donc ces pratiques maintenant, elles concernent, environ, un client touristique sur 5. La connaissance affichée, des labels, progresse aussi et donc on a vraiment un marché qui est mature, mais qu'il va falloir mobiliser, avec des leviers qui vont être différents selon, chacun des segments qu'on va voir, tout à l'heure. Parce que, de toute façon, sur ces sujets-là, on a des tiraillements, on a des arbitrages avec d'autres critères, d'autres indicateurs, et qui peuvent être le prix, qui peuvent être le confort, qui, peuvent être l'envie de se faire du bien, et donc c'est vraiment important de bien comprendre les clientèles et leur positionnement pour, agir ou communiquer auprès de ces clientèles. En termes de connaissances, on voit qu'on a une progression, notable de la connaissance, du terme, avec, 63 des Français, qui, connaissent le terme. Pour partie, ça peut rester encore flou pour eux, mais qui en ont entendu parler, plus 35 points, versus 2010, donc c'est énorme, un quasi doublement. Les Britanniques, bon, qui étaient positionnés assez haut en 2010, au moins en affichage, 72, les Allemands 73. Donc on voit qu'on est entre les 2 tiers et les 3/4 qui ont au moins entendu parler, du terme tourisme durable. Même si quand on creuse un peu, ce terme renvoie principalement à l'écologie, l'environnement. Donc pour 80 des citations, quand on en spontané, on leur demande, voilà: «Qu'est-ce que vous mettez derrière?» Et plus loin, l'économie, le développement local, encore plus loin, une autre façon de voyager, de faire du tourisme et également, encore plus loin, le social ou le RH. Donc on voit que là, de toute façon, il y a encore un peu, d'éducation, d'évangélisation pour, traduire tout ce que couvre, potentiellement le tourisme durable et ses différents, volets. En termes d'adhésion, on voit qu'on a, entre, 40 et 66 selon les marchés, des personnes qui nous disent qu'elles se sentent concernées par cette démarche de tourisme durable. Donc c'est la somme des tout à fait concernés et plutôt concernés. Quand on leur a présenté, alors une longue définition, mais que vous aurez dans le document, mais le tourisme durable dans toute, sa largeur de spectre, c'est-à-dire à la fois la protection de l'environnement, le développement économique maîtrisé des territoires, le développement de l'emploi local, le respect des personnes qui habitent ces territoires et y travaillent, les échanges avec les populations et puis en précisant que ça peut supposer, que le visiteur s'implique de façon active. Donc on voit qu'on a, un intérêt. Cette question n'était pas posée exactement de la même façon en 2010, mais de toute façon, tous les signaux sont plutôt des signaux, à la hausse. En termes de pratique, c'est ce que je vous disais, on va se retrouver avec, autour d'un client sur 5, qui a déjà, pratiqué, acheté des produits ou services relevant du tourisme durable, ou réalisé des vacances dans lesquelles une partie relevait du tourisme durable. C'est plus fort, en affichage chez les Britanniques, c'est, après les Allemands, un peu moins chez les Français. Ça se traduit en premier lieu en top 5 par, le fait d'avoir, choisi des modes de transport, respectueux de l'environnement, train, covoiturage, péniche, roulotte, vélo, navette électrique. Ensuite, c'est l'hébergement qui s'engage dans le respect de l'environnement. Donc là, on est sur les pratiques, hein. Je reviendrai après sur, l'attractivité d'un certain nombre de thématiques. Ça peut se traduire aussi par la consommation de produits bio, de produits équitables ou, voilà, le fait d'aller sur des marchés de producteurs, d'artisans locaux. En termes de mobilité, c'est là qu'on voit que c'est un petit peu, plus compliqué.
premier indicateur, entre la moitié pour les Allemands et plus de 2 tiers pour les Britanniques ne tiennent pas compte aujourd'hui de l'impact du moyen de transport pour choisir leur destination. Donc si on peut, regarder après coup, et choisir son moyen de transport, d'une certaine façon, ce n'est quand même pas ça qui va, driver le choix d'une destination. Donc quand on dit, voilà, quand on valorise très fortement, les gens, qui ne prennent plus l'avion, qui décident de voyager en France, aujourd'hui, c'est pas un comportement, grand public, c'est encore une toute petite minorité. La plupart des gens choisissent leur destination pour son attractivité, pour la météo, pour le rapport qualité-prix et n'intègrent pas forcément, l'impact, écologique du transport. On voit quand même un début de remise en cause timide de l'avion, avec, effectivement des clientèles qui l'utilisent, encore, fréquemment, pour des départs à l'étranger, hein, entre 40 et 60, mais cette part a baissé. Un attachement fort à l'avion, une association quand même avec l'évasion, le dépaysement. Et on a seulement 5 des clientèles potentielles, c'est ce que je disais avant, qui ont décidé vraiment de ne plus prendre l'avion. Donc on est sur des phénomènes qui sont parfois très médiatisés, en particulier, quand on a une lecture, voilà, CSP+, bassin très urbain. Mais si on prend la diversité des clientèles, on n'est pas encore, sur une remise en cause forte de l'avion et la prise en compte de cet effet moyen de transport. Le train a des grosses qualités. En fait, c'est un mode qui est apprécié de ses utilisateurs, y compris donc en termes de confort, d'accessibilité, de temps utile pendant le trajet, puisqu'on peut faire autre chose, de respect de l'environnement, de rapidité, de rapport qualité-prix, voire même pour certains d'accessibilité-prix. Pour rappel, on a aussi des clientèles qui viennent de différents pays. Mais aujourd'hui, il ne séduit qu'une partie des clientèles, moins d'un tiers. Donc, la question sur le train, c'est d'augmenter, sa base de clientèle. Et le recours à la voiture individuelle, sans surprise, reste très important pour les départs dans le pays de résidence et assez important encore pour le départ en Europe. Bien sûr, il y a le développement des véhicules électriques, mais le poids dans les parcs automobiles reste limité. Donc on a encore une voiture qui est vraiment, très importante et y compris, en particulier, dans vos statistiques, dans les espaces ruraux, qui sont, quand même pour certains moins bien desservis, que les grands centres urbains, l'effet doit être encore plus fort. Et on a des signaux positifs, c'est qu'une fois à destination, les clientèles ont envie, de recourir plus fréquemment aux transports locaux, au vélo, plutôt qu'à la voiture. Donc, des en mouvement, mais des choses qui restent à faire sur, la question des mobilités. Si on regarde, quel type d'offres durables, peuvent plaire aux clientèles, bah, ça c'est très intéressant parce qu'on voit que ressortent en premier des choses relativement simples. On n'est pas dans une exigence des clientèles, de r que les offres, que les socioprofessionnels répondent à un cahier des charges complet, exhaustif, de l'empreinte écologique, jusqu'aux approvisionnements, au traitement des déchets. On peut aussi, mobiliser les clientèles sur, des parties, des composantes, du durable, et souvent quand on parle aux clientèles touristiques, françaises ou étrangères, la nourriture, la gastronomie, ou tout simplement les bons repas vont prendre une part importante et c'est ce qui ressort en premier. Tout simplement un restaurant qui propose une carte exclusivement composée de produits d'origine régionale et de saison, bah, c'est plébiscité par, 79 des clientèles potentielles comme intéressant. Des activités de pleine nature qui intègrent une information sur la faune, la flore, la préservation des espaces aussi, plus des 3/4 des clientèles trouvent ça intéressant. Les autres, domaines du durable que l'écologie, un hébergement, un restaurant, une activité, qui s'engage sur les retombées économiques pour la population locale, c'est ça plaît beaucoup. Ensuite, un hébergement qui s'engage sur le respect des principes environnementaux dans sa construction ou qui s'engage sur des principes d'écogestion. Pour les destinations, le fait de s'engager sur des actions concrètes sur la protection de l'environnement, et cetera, et cetera. On a ranké pas mal de possibilités. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a une adhésion forte des clientèles à, un nombre élevé de propositions qui relèvent du tourisme durable. On a une diversité de registres domaines qui peuvent séduire les clientèles potentielles, la restauration, la nature, les engagements assez précis et simples des socioprofessionnels
sur l'éco-construction, mais aussi sur les retombées économiques ou sur l'éco-gestion, et qu'il y a une relative simplicité des offres qu'on peut proposer ou mettre en avant. Il n'y a pas lieu en fait d'attendre d'être 100% durable et de cocher toutes les cases pour commencer à communiquer et à installer une information auprès des clientèles. Le prix, qui est toujours, une question importante, c'est évidemment un présupposé, c'est-à-dire que plus de 70 des clientèles imaginent qu'un produit ou service de tourisme durable sera plus cher que son équivalent non durable. Mais ce n'est pas forcément une barrière. Alors c'est une barrière pour certains. L'étude a été conduite en 2022. C'est clair que depuis, on a quand même une crise du pouvoir d'achat qui s'est accrue, qu'on a vraiment des questions, importantes, à ce sujet-là. Mais on a quand même, environ un client potentiel sur 2 qui est prêt à payer un peu plus cher, pour des vacances durables ou plus cher, avec en moyenne quelque chose qui tourne autour de 20 plus cher. Donc on a quand même, et on va y revenir très vite, hein, bien sûr, toutes les clientèles ne sont pas égales sur ce sujet, des clientèles qui sont prêtes à valoriser les efforts que font les professionnels ou les destinations pour répondre à ces questions de durable. Mais attention, voilà, ne pas voir le durable que, comme, dans cette équation rapport qualité-prix, ne surtout pas le voir comme, juste une contrainte, juste quelque chose, de négatif ou qui, diminue, la qui diminuerait la prestation touristique. Les clientèles sont en vacances, et donc le durable doit s'inscrire dans une dynamique, pour séduire. C'est-à-dire pour certains, il faut que les vacances durables ne soient pas plus chères que les vacances que je pratique aujourd'hui. C'est ces fameux, 40-50 qu'on voyait, au-dessus, qui ne sont pas prêts à payer plus. Mais pour les autres, c'est important aussi, de jouer sur d'autres registres, le plaisir, le confort, la qualité. Donc pour 40 des clientèles, c'est important qu'on y trouve toujours du plaisir, donc on ne soit pas dans une vision, culpabilisante, ou un peu, extrême du durable et de l'écologie. Qu'elle ne soit pas moins confortable, concilier, tourisme durable et confort, qu'on m'apporte des garanties, qu'on puisse en mesurer l'impact, environnemental, donc des garanties sur les bénéfices pour les territoires et sur les bénéfices pour les salariés, les producteurs, les humains. Donc là, c'est un point très important. Évidemment, on sait tous, qu'il y a un danger à faire du greenwashing, mais là, clairement, les clientèles expriment le fait que, une des conditions pour, consommer du durable, c'est que, on connaisse les garanties, on puisse en mesurer l'impact, que ce soit concret et traçable. Voilà donc sur, la perception des clientèles sur, le durable. Sur, la France, il y a plusieurs éléments, mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, parce que ça a un impact directement pour, la Bourgogne-Franche-Comté, vos destinations, vos offres, c'est que, les atouts, la France est reconnue, en France et à l'étranger pour des, atouts, patrimoniaux et de, préservation. En 1er lieu, et également d'activités en lien avec la nature et de restauration. Donc, on a 3/4 des clientèles potentielles qui nous disent: «La France met en valeur son patrimoine culturel et ses traditions». C'est des choses qu'on peut avoir tendance à oublier, et que quand on voyage à l'étranger, on se dit: «Oui, on a quand même de la chance, en France en termes de préservation des espaces». La loi montagne, la loi littorale ont fait leur travail, les parcs, les zones protégées, les démarches aussi sur le bâti, sur l'architecture, sur les sites, les monuments, et ça, c'est vu et c'est finalement un atout de la France comme destination durable. La France a su protéger son patrimoine naturel et ses paysages, c'est aussi, considéré comme vrai par, 67 des clientèles potentielles. Il est facile d'y trouver des activités en lien avec la nature, découverte, reconnexion, apprentissage. Également important, on trouve facilement en France des lieux de restauration proposant une restauration fait maison, bio, locale, de saison, et on y voit de nombreuses initiatives sur le tri sélectif. Donc déjà, quand on est sur ces domaines, on n'est pas dans le greenwashing, puisque d'une certaine façon, ces atouts sont reconnus, par les clientèles, et que, voilà, on est prêt à considérer que la France est en avance sur ces sujets, et la France étant la somme de ses régions, c'est vrai aussi à l'échelle régionale.
En revanche, ce qui est moins évident, c'est, la dimension, volontariste des politiques, la stratégie. Et là, c'est là qu'on a les scores un peu plus faibles sur, la France a mis en place des stratégies pour éviter la surfréquentation, seulement 40 des clientèles touristiques, 43. La France dispose d'une large offre de moyens de transport peu polluants, 48, donc un client sur 2. La France mène des actions de sensibilisation des touristes. On trouve facilement des opérateurs touristiques favorisant l'insertion et la France a su trouver le bon niveau d'équilibre entre activités économiques liées au tourisme et préservation des écosystèmes, des territoires et de la qualité de vie des habitants. Et ça, quand on fait un benchmark dans cette étude, on voit que ben, forcément des destinations comme l'Islande, comme le Costa Rica, qui ont eu une politique un peu volontariste, une politique de communication sur des actions très concrètes ou sur des stratégies, ben, ressortent mieux et que en France, la question est posée un peu de la lisibilité, de la stratégie et comme ça, de grands chantiers sur lesquels, on pourrait, voilà, se dire que la France progresse, qu'il y a des indicateurs. Donc il y a un gros travail qui est fait, par Atout France, sur ces sujets-là, mais ce qui est vrai à l'échelle de la France peut aussi se décliner à l'échelle, d'une région. C'est important pour les clientèles de se dire: «Oui, je comprends, quelle stratégie ils ont mis en place pour progresser et pour, et à l'échelle de destination et à l'échelle d'acteurs, bien sûr, pour répondre à ces enjeux. Et pour les destinations donc de Bourgogne-Franche-Comté, on a donc une étude alors qui date de novembre 2020, avant Covid, mais sur lesquels les enseignements, importants, que je vais vous présenter là restent, vrais parce que c'est vraiment très cohérent avec ce qu'on a appris aussi sur l'étude de 2022 pour Atout France et sur, d'autres études qu'on a pu faire encore l'année dernière. Donc l'Observatoire de la transition écologique de Future Thinking, donc avec une souscription, de BFC Tourisme. Bah, on voit que dans les 15 destinations qui avaient été, positionnées en matière d'engagement éco-responsable, tourisme, responsable, on a un trio de tête, Massif Central, Auvergne, Bretagne, Pyrénées, mais très près, avec des écarts qui statistiquement sont vraiment faibles. On va avoir Montagne du Jura, Massif des Vosges au sein, d'un peloton où il y a aussi la Normandie, les Alpes, le Périgord. Et puis un petit peu derrière, on retrouve la Bourgogne avec, d'autres, régions. Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, et ça on le voit aussi à l'échelle internationale, il y a une association des clientèles entre destination nature et destination durable. Ce qui n'est pas toujours la même chose, mais forcément, quand on a des grands et des beaux espaces préservés, et c'est pour ça que et en particulier des espaces de montagne, comme Montagne du Jura, Massif des Vosges, on voit bien que là, Massif central Auvergne, Pyrénées, Montagne du Jura, Massif des Vosges ressortent quand même dans les premiers et c'est quand même une prime aux destinations montagne. Puis après, il y a la Bretagne, mais qui a aussi des grands espaces très identifiés, naturels. Bah, cette dimension naturelle, finalement, c'est dans les référents mentaux des clientèles, c'est destination nature, destination durable. C'est pour ça que quand on regarde à l'international, les gens vont nous citer l'Islande, le Costa Rica, les pays du nord de l'Europe, parce que voilà, on voit des forêts, on voit des grands espaces. Alors que bien évidemment, il y a plein d'autres histoires à raconter, autour, du durable. Mais du coup, c'est un atout aujourd'hui pour vos destinations, c'est que vous avez déjà ce socle, y compris la Bourgogne un petit peu derrière, finalement, on a accès à une nature préservée, à l'air pur, au grand air, une possibilité de ressourcement, dans des grands espaces ou, loin effectivement, des centres urbains et très clairement, c'est plus compliqué, on le voit là dans le classement, pour, les villes qui sont moins associées spontanément aussi dans l'étude Atout France au tourisme durable. Donc par exemple pour Bordeaux, pour la Côte d'Azur, pour l'Île-de-France, de dire: «Bah oui, on est destination durable», quand bien même il y aurait des actions, volontaristes, conduites. Sur la Bourgogne, une petite spécificité, c'est que les vignobles sont à la fois, perçus par certains comme, justement une dimension, de la durabilité et pour d'autres, comme justement un lieu potentiellement d'opposition avec le durable, mais comme plus globalement, toute l'agriculture qui peut, être traversée par ces tensions. Donc maintenant, si on passe à la segmentation des clientèles, on a identifié, 5 groupes, assez différents en termes de, vision du tourisme durable. Donc, alors désolée,
Voilà, je ne vais pas pouvoir animer. Vous voyez, quand je joue avec ma souris sur des zones, comme là? Oui, oui, oui. Voilà, donc on va Oui, faire comme ça. Béatrice. On va faire comme ça. Donc, 1er axe, ben, en horizontal, à droite des groupes qui sont très sensibles au durable, qui remettent en cause leur façon de consommer ou ou qui ont du potentiel pour le tourisme durable. À gauche, ceux qui ont la plus faible sensibilité durable dans le tourisme et qui sont relativement statiques et qu'on va avoir du mal à mobiliser sur le tourisme durable. Pour rappel, hein, on s'inscrit dans une logique où on n'a pas des éco-sceptiques, mais par contre, c'est la transformation sur la sphère des loisirs et du tourisme qui va créer un curseur différent selon les clientèles. Très clairement, à gauche, ben, pendant ces vacances, on n'a pas forcément envie de s'embêter avec ces sujets-là, même si on est conscient qu'il y a des choses à faire. Premier groupe, ce qui est intéressant, c'est que si on veut simplifier un tout petit peu, on est quasiment à 5 groupes qui font à peu près 20% chacun. Donc, on n'a pas besoin de retenir tous les chiffres. Donc, premier groupe, on les a appelés les écomobiles. Excusez-moi, je n'ai pas dit le deuxième axe. Le deuxième axe, il provient d'une étude d'un journaliste, sociologue britannique, qui a opposé les anywhere, donc les gens qui sont de partout, et les somewhere, les gens qui sont de quelque part. C'est une étude assez intéressante parce que ben, elle s'inscrit vraiment dans la mondialisation et dans le fait qu'à un moment donné, les anywhere, ceux de partout, alors c'est des gens plus privilégiés socialement, CSP+, habitant dans des grandes agglomérations, ben, ils ont été les grands gagnants de la mondialisation, ils ont pu aller voyager partout dans le monde, et très clairement, voilà, on va les retrouver, nos écomobiles ou nos éco-résistants, c'est des gens comme ça qui ont profité du voyage, aller loin, etc., et qui sont dans des logiques d'hypermobilité. Et puis les somewhere, c'est à l'inverse, des personnes qui sont attachées à leur territoire ou au local. Et donc, c'est vraiment une clé de lecture intéressante, mais qui est, d'une certaine façon, rebattue par les questions aujourd'hui sur le durable. Parce que, bah, il y a des anywhere qui ont pu voyager partout, prendre l'avion, être très mobiles intellectuellement, culturellement, géographiquement, mais qui remettent en cause cette question et qui commencent à revenir au local. Et puis, il y a des anywhere qui ne remettent pas du tout ça en cause. Et puis, du coup, les somewhere ben, prennent une nouvelle actualité, et c'est ce qu'on voit aussi même à la lecture politique, hein, oppose aujourd'hui un peu ces anywhere et ces somewhere. Ben, ils reprennent finalement du poil de la bête, puisque ben, le local, c'est devenu une valeur très importante aujourd'hui. Donc, on a 20% qui vont être très sensibles au durable en général dans la vie de tous les jours, très gros potentiel au tourisme durable. 100% d'entre eux ont déjà consommé des offres durables d'une façon ou d'une autre. Ils sont plus jeunes, mais voilà, on a des jeunes à d'autres endroits du mapping, donc attention à ne pas faire une caricature. Ils sont plus jeunes, on y retrouve des jeunes en couple et des familles avec enfants en bas âge ou des familles, plus CSP+, plus urbain, c'est la clé de division la plus forte, hein, sur ces sujets. Et donc, ils représentent 20% des clientèles. Et eux, leur slogan, on va dire, c'est Go Green, c'est-à-dire que c'est une vision très écologique, très zéro impact du tourisme durable. Ils vont être moins intéressés par d'autres thématiques. Eux, c'est vraiment l'effet impact pour la planète, réduction des déchets, zéro plastique, nature, etc. À l'opposé, vous avez les éco-résistants. Environ, ils sont un peu moins nombreux que 20%, plutôt 15%. Plus seniors, hein, c'est nos fameux boomers qu'on aime bien critiquer aussi, plus CSP+, et eux, finalement, ils ont pris des habitudes de voyager loin, de voyager confort, d'un certain épicurisme. Ils n'ont pas forcément envie de les remettre en cause fortement pour des questions de durabilité. Ensuite, vous avez un groupe qui est très intéressant, même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, la semaine dernière, il y avait ce type de débat. Bah, finalement, qu'est-ce qui est différent d'hier? Finalement, est-ce que faire du tourisme durable, c'est pas faire du tourisme raisonnable, comme on a toujours fait? Alors, c'est vrai, il y a tout un groupe qu'on a appelé les éco-tranquilles, environ 20% des gens.
C'est un peu comme Maître Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, il faisait déjà du tourisme durable sans le savoir. C'est-à-dire un tourisme de nature, on peut mettre dans cette catégorie les randonneurs par exemple. Un tourisme de nature, un tourisme connecté au territoire où ils étaient sensibles aux rencontres avec les habitants, aux produits du terroir, à aller pas trop rapidement, à profiter. Et donc ceux-là, ce n'est pas des militants comme peuvent l'être un peu plus les écomobiles. C'est vraiment des écos tranquilles et leur slogan, c'est plutôt as usual without knowing, c'est-à-dire je ne suis pas forcément conscient que je fais du tourisme durable, mais j'ai envie de continuer à profiter des terroirs français, les respecter, trouver des équilibres entre vie économique, les habitants, ma pratique touristique. Et finalement, ils ont une approche assez ouverte du tourisme durable, presque plus ouverte que les écomobiles qui sont vraiment sur l'écologie. Et puis, donc, si on somme, on va avoir donc 15%, 15-20% de réfractaires, 40% là déjà de très sensibles, les écomobiles, les écotranquilles, qui sont prêts à payer pour. Et puis, toujours, ce qu'on appelle un peu le ventre mou dans nos études, deux groupes qui sont plus somewhere, avec des catégories socio-professionnelles moins aisées. Donc là, sur lequel on va avoir plus d'arbitrage. Donc, ils sont intéressés, ils sont prêts à bouger, mais pas trop vite. Et surtout, il ne faut pas les culpabiliser, il faut trouver les bons registres pour leur parler. Donc, on a un groupe éco-sociaux qui va être très sensible justement à la dimension sociable. Donc, voilà, ça peut être valoriser des fêtes de village, ça peut être toute la dimension aussi accessibilité financière pour des clientèles moins aisées, qui fait partie d'une façon de faire du tourisme durable. On peut y retrouver la clientèle des villages vacances, par exemple. Ils sont assez tournés vers le territoire, assez curieux. Donc, leur slogan, c'est pourquoi pas, mais sans éco-pression, sans me culpabiliser et avec certaines conditions, en particulier l'accessibilité financière, l'accessibilité des pratiques, qu'on ne soit pas sur un tourisme durable élitiste. Et puis un groupe assez marqué chez les Allemands, qui vont être plutôt des éco-natures, eux aussi, forte sensibilité prix, ils pourraient basculer sur les éco-résistants, mais on les rattrape par le côté, voilà, la nature gratuite, si possible, hein, mais on en a de la nature gratuite en France, c'est pas un sujet. Et c'est par là qu'on peut valoriser donc les espaces préservés, les espaces de nature, sans vraiment être sur un discours militant ni un surcoût. Excusez-moi, donc ça, c'est l'explication détaillée que vous aurez dans le rapport. Donc du coup, je vais m'arrêter là, je vais revenir vers vous, je repartagerai pour répondre aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Béatrice, mais surtout, n'hésitez pas. Béatrice est là pour répondre à vos questions. Bon, pas de questions? Pas de questions, on passe à la partie suivante. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Alors, je vais essayer de... Donc, je vais repartager. Voilà, on va tenter de l'animation. Non, on va rester comme ça. Excusez-moi. Donc là, vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc après, on a essayé de traduire ça en termes de réflexion, d'enjeux, mais aussi un peu avec une lecture SWOT, hein, donc force, faiblesse, opportunité, menace, pour les destinations, pour vos destinations et bien sûr pour l'ensemble des acteurs de vos destinations. Donc la première chose si on fait la transition avec ce qu'on vient de voir, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que les clientèles touristiques sont prêtes. Souvent, au tourisme, c'est un peu l'œuf ou la poule. On se dit, je ne fais pas l'offre parce que les clientèles ne me le demandent pas. Et puis, finalement, les clientèles ne consomment pas parce qu'on n'a pas fait l'offre. Donc, ça peut inciter à l'immobilisme. Là, clairement, les clientèles touristiques sont prêtes. On peut le voir à deux niveaux. Soit se dire, on a 4 Français européens, clientèle potentielle de la France, qui est prêt à privilégier des offres durables. Donc, c'est quand même important comme base de clientèle, voire à payer plus pour. Et on en a 8 sur 10 qui est prêt à valoriser des bénéfices du durable
avec des arbitrages, bien sûr, mais finalement, si on écrit une vision positive du tourisme durable avec des bénéfices pour les utilisateurs, ils sont prêts à suivre, d'autant qu'aujourd'hui, ils sont déjà investis aussi dans leur vie de tous les jours. Et on n'en a que 2 sur 10 maximum, sur lequel on peut ne pas s'en préoccuper, qui seront des résistants, qui sont les plus vieux aussi. Donc, de toute façon, ils vont vieillir, voire moins consommer de tourisme, voire disparaître au fil du temps. Donc, on a quand même une base de clientèle importante pour qui un discours durable et une évolution sur ces sujets sera un critère de choix et on y reviendra. Retenir qu'il y a quand même un retard sur ces sujets, un retard qui peut être lié effectivement à cette envie des clientèles de préserver une zone de plaisir, de vacances. On a travaillé récemment, on a fait la même étude pour une destination sur les clientèles néerlandaises, dont on pouvait s'attendre qu'elles soient très durables. Ils ont presque une logique de crédit, on va dire, d'action. Et finalement, tout ce qu'ils font pendant l'année, ils décident pour certains de ne pas le faire pendant leurs vacances. Donc, on voit bien qu'il y a quand même ces éléments-là, mais il y a aussi que le tourisme est parti un peu plus tard que certains secteurs qui, depuis des années, martèlent des discours sur le bio, par exemple, etc. Donc, et ce qu'on voit dans les pratiques, c'est-à-dire le secteur quand même de la consommation du quotidien, de l'alimentaire, etc. Les gens ont l'impression d'avoir une offre. Sur le durable, c'est un peu plus compliqué, c'est moins lisible. Et le tourisme, et le tourisme est de toute façon un secteur très large, avec de la mobilité, de l'hébergement, de la restauration, des activités, etc., etc. Donc ces 2 points, ça nous fait dire qu'il est important quand même, voire que c'est le bon moment pour les destinations et les socioprofessionnels de Bourgogne-Franche-Comté de se positionner de façon volontariste sur ces thématiques et de communiquer sur leurs atouts. Quand on regarde sur le sujet de la mobilité, donc toujours lecture atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc atouts, faiblesses, c'est ce qui relève vraiment dans les lectures SWOT de vous, voilà, des destinations, des socioprofessionnels, c'est voilà. Et opportunité menace, c'est plus le contexte concurrentiel ou le contexte général que vous maîtrisez moins. Sur les atouts, la Bourgogne bénéficie quand même d'une très bonne accessibilité train, dont grande vitesse, mais aussi quand même de TER qui maille le territoire. Donc on a quand même cet axe, cette colonne vertébrale ferroviaire qui est importante. C'est clair qu'effectivement, par ailleurs, dans les atouts, les 3 destinations, Bourgogne, Montagne du Jura, Vosges du Sud, ont une filière, travaillent la filière itinérance qui est structurée, qui est dynamique. Il y a des itinéraires rando, il y a des itinéraires vélo, il y a des itinéraires fluviales, plus pour la Bourgogne, mais également sur Montagne du Jura. Donc ça, c'est vraiment des atouts, c'est-à-dire qu'il y a des choses à raconter, à mettre en valeur, à offrir aux clientèles, à valoriser en termes de mobilité. Clairement, en revanche, Montagne du Jura et Vosges du Sud ont une accessibilité train qui est plus difficile que la Bourgogne. Et par ailleurs, globalement, il y a quand même cette question des liaisons d'intermodalité dans les zones rurales et de montagne. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les micro-destinations qui présentent des attraits on va le voir justement en termes de nature préservée, en termes de terroir, en termes de potentialité durable, non pas toutes, bien sûr, aujourd'hui, une accessibilité douce, assurée. Dans les opportunités, il y a quand même la baisse du recours à l'avion dont on a parlé, des atouts du train qui sont appréciés des utilisateurs, qu'il faut valoriser auprès du plus grand nombre, gagner en part de marché sur le train. Une petite niche, mais qui est appelée à augmenter chez les jeunes, qui remet fortement en cause son usage aérien, ce qui profitera à terme aux destinations de proximité accessibles en train. Et puis la croissance de la voiture électrique et dans les menaces, il y a quand même cette résistance sur la question des mobilités. Alors on peut le voir aussi comme une opportunité, c'est-à-dire que quand on est plus faible aujourd'hui, de toute façon, les gens pensent le durable sans forcément le penser sous toutes ces latitudes, et donc et mobilité, et hébergement, et activité, et restauration. Et donc on a une place toujours forte de la voiture individuelle. Donc clairement, le tourisme génère des externalités sur le transport.
Sur la question du tourisme durable, où en sont les destinations? Ben, en termes d'atouts, on a ce qu'on disait tout à l'heure, un premier socle d'image qui est positif parce que destination nature, destination, avec des activités de pleine nature, on a vu que c'était, cité, de façon importante. Destination aussi, rurale, donc avec des terroirs. Donc il y a vraiment un premier socle d'image qui est positif. Et puis, les destinations ont aussi, investi quand même dans leur positionnement le tourisme autrement, que ce soit reconnexion intense pour la Bourgogne, ensemble faisons de petites et grandes explorations pour Montagne du Jura ou Montagne Buissonnière pour les Vosges du Sud. On voit bien qu'on a quand même saisi, cette logique de tourisme autrement, tourisme de pleine nature, de reconnexion à soi-même. Il y a aussi beaucoup d'éléments, hein, dans l'étude Atout France sur voilà, les préoccupations santé, les préoccupations reconnexion à la nature qui ont beaucoup monté avec la crise sanitaire. Par ailleurs, il existe sans doute des atouts chez les socioprofessionnels en termes d'économie, de développement local, en termes de social, de RH qu'il faudra identifier et valoriser. Clairement, dans les faiblesses, cet inventaire de tous les atouts, aujourd'hui, il n'a pas été fait. On en parlera plus tard. Et on ne peut pas se dire, ben, tiens, sur tous ces critères du durable, sur toutes ces thématiques, on a des offres, des initiatives de collectivités, des initiatives de socioprofessionnels à valoriser, à pousser en communication, y compris d'ailleurs sur les pratiques durables aussi, c'est-à-dire voilà, tout ce qu'on peut, toutes les activités qui peuvent relever du tourisme durable. Donc clairement, il y a peut-être un inventaire à poursuivre et du coup, qui nourrirait une communication qui pourrait être encore plus développée pour adresser l'ensemble des registres du durable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que d'autres destinations, clairement, ont fortement investi ces thématiques, ont identifié des offres, des initiatives, communiquent régulièrement, B2C, B2B. Donc, je ne serai pas exhaustive, mais en tous les cas, dans ce qu'on voit passer quand on est connecté sur les sujets tourisme, la côte atlantique, pour lequel on a travaillé sur les Néerlandais, voilà, conduit des études, se préoccupe de quoi, a clairement une ambition de devenir une destination exemplaire sur ce sujet-là. L'Occitanie aussi a conduit beaucoup d'actions sur le train aussi, l'accessibilité train, le réseau TER. La Bretagne aussi investit largement ces sujets. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, on est dans un contexte propice en termes d'opportunités, puisqu'on a une sensibilité, une appétence des clientèles, voire une connaissance, compréhension qui progresse, des envies de pratique, des réactions positives aux offres qui sont fortes, et puis des clientèles étrangères qui sont proches de votre destination, les Allemands, les Suisses, les Néerlandais, les Belges que vous voyez dans vos destinations, qui sont déjà sensibilisés, plus que les Britanniques par exemple, et des clientèles françaises qui sont aussi sensibilisées. Si on regarde justement ces fameuses offres, ces atouts durables, bah, clairement, on a une richesse des destinations Bourgogne, Montagne du Jura, Vosges du Sud. Alors j'en ai cité quelques-uns, c'est sans doute pas exhaustif puisque justement il nous reste encore un bel inventaire à construire, mais les paysages, les espaces naturels préservés, un parc national, 4 PNR, de nombreux autres sites naturels, des grands sites de France, 2 labellisés, 2 en cours de labellisation, des patrimoines et sites culturels qualitatifs préservés avec des classements à l'UNESCO, les climats également classés à l'UNESCO, différents, quoi, des plus beaux villages, des petites cités de caractère, d'autres villages qui n'ont pas forcément les labels, mais de charme, qui représentent les terroirs français, de la gastronomie, de l'œnotourisme, des traditions, du folklore, des produits du terroir, de l'artisanat. Donc on voit que les atouts, ils sont nombreux et ils permettent de cocher les cases de la diversité des attentes sans forcément ne se focaliser que sur la mobilité sur laquelle on peut avoir des difficultés et qui, bien évidemment, prend plus de temps. Et peut induire aussi des difficultés de choix des clientèles pour des raisons de prix ou de praticité, etc. Donc, de mon point de vue, on peut communiquer encore plus, renforcer, nourrir, se diversifier dans les thématiques traitées pour valoriser tous ces atouts et en faire vraiment une marque de fabrique de vos destinations et de vos territoires. Parmi les opportunités, même si dans toutes les régions, il y a le sujet du surtourisme, on n'est quand même pas, sauf quelques sites bien identifiés sur des pics saisonniers sur lesquels on verra que de toute façon ça a été identifié, on n'est pas sur des problématiques massives de tourisme de masse, de surtourisme au sein des destinations et à l'inverse, on a quand même justement, un ADN de ces territoires
des atouts qui sont faits d'une kyrielle de petites pépites, plus ou moins confidentielles. Alors pour vous, elles sont peut-être pas confidentielles, mais pour les clientèles touristiques, elles sont pas toutes identifiées, qui sont authentiques, qui sont un peu comme, des trésors pour les amateurs de slow tourisme, les amateurs de tourisme autrement. Et puis des lieux aussi de rencontre avec un territoire et ceux qui le font, l'artisanat, les guides dans les lieux touristiques, les guides dans les espaces naturels, et cetera. Mais clairement, voilà, ce qui est important dans le durable, ça me paraît important de le citer, c'est que même si d'autres destinations sont en avance, de toute façon, si on veut s'inscrire dans le tourisme durable, il faut valoriser le spécifique, l'authentique, votre propre histoire, et donc ne pas se comparer, ne pas copier, parce que c'est là qu'on va tomber dans le greenwashing, mais vraiment partir de ce bilan de vos atouts pour valoriser sur de nombreuses thématiques vos atouts en termes de tourisme durable en fonction des clientèles dont on a déjà parlé. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, bon, oui, on peut voir la concurrence de façon régionale, mais de toute façon, chaque région et toutes les régions nourrissent la destination France. Les clientèles, finalement, ce qui compte, c'est qu'elles soient fidèles aussi à la destination France, parce que certaines, elles ne reviendront pas à chaque fois dans la même région, mais par contre, si la destination France est identifiée comme durable et comme une variété, un kaléidoscope de destinations durables, tout le monde pourra en profiter. Donc tout ça, c'est effectivement des opportunités plus que des menaces. Sur le prix, là, je pense qu'il y a des positionnements un petit peu différents, peut-être des différentes destinations. Clairement, sur Montagne du Jura et Vosges du Sud, et c'est clair dans leur stratégie, on est sur une logique d'accessibilité prix, de simplicité, proximité, donc d'accessibilité dans tous les sens du terme, qui peut permettre de séduire justement les clientèles qui sont fléchées aussi dans les stratégies touristiques, CSP intermédiaire, CSP-, donc qui sont entre convaincus et réfractaires, mais qui ne sont pas forcément des militants. La Bourgogne, clairement, selon les destinations, parfois il faudra valoriser du prix, parfois il faudra valoriser du qualité-prix, puisqu'on peut avoir des sous-destinations, des micro-destinations qui ont des positionnements plus chers, plus haut de gamme. Ne pas oublier dans vos atouts que pour toutes les destinations, il faudra valoriser la qualité, le confort, le plaisir, le fun. Le durable, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de pénible, de difficile, de désagréable, un passage obligé. Ça peut être associé aux émotions, à la liberté, à l'accueil, à la relation aux habitants, et clairement tous ces atouts complémentaires. Le Oui, tourisme durable. oui, je continue. Oui. Hein? Le tourisme durable. Ouais. Il y a une personne qui a son micro du ah voilà, c'est réglé. Voilà. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui, oui, c'est bon Béatrice, Oui, tu oui, peux on le voit. continuer. Mmh. Et du coup, sur les opportunités, voilà, il y a vraiment une opportunité à démontrer que ces destinations ou vos offres pour les sociopros allient durable et confort, durable et plaisir, fun, liberté, émotion, bénéfice client. Le fait de ne pas avoir surinvesti le sujet, c'est intéressant, c'est l'opportunité aussi de se poser avec cette segmentation et de se dire que vous privilégiez une approche centrée sur le client, pas simplement une approche d'émetteur où on dit tout ce qu'on fait de bien, mais une approche où on cherche à séduire le client en mixant justement ces registres durables mais positifs. Et puis, il y a une complémentarité des destinations en termes de positionnement, de prix, de promesses, de cibles, donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, la menace, c'est le greenwashing ou la communication sans preuve. Sur des sujets comme ceux-là, on ne peut pas se l'autoriser. Donc, en termes de préconisation, et bien sûr, on reviendra pour des questions éventuelles sur ces aspects force et faiblesse. C'est une première intention. Le but, c'est de la retravailler avec vous, de s'assurer qu'on n'a pas oublié des choses, et puis de progresser, bien sûr, pour enrichir cette analyse faute d'autres choses. Très clairement, en termes de préconisation, pour renforcer, enrichir et je dirais diversifier l'image durable des destinations, première chose, c'est de mieux communiquer sur ses atouts. Faut pas, voilà, faut pas avoir un petit complexe d'infériorité et se dire parce qu'on n'est pas parfait, on dit rien. Il y a tout un tas de sujets, comme on vient de le voir, d'atouts sur lesquels vous pouvez communiquer.
que ce soit les destinations, que ce soit les filières ou que ce soit des structures, des socioprofessionnels. Pour communiquer, il faut choisir ses cibles, puisqu'on ne parle pas de la même façon à un écomobile, pour le coup, qui sera assez exigeant, assez militant et très sensible à la question de l'impact. Donc là, bon, si on y va, faut être bien armé, qu'à un éco tranquille qui finalement est plus dans les équilibres entre, finalement, développement touristique, habitants, vie à l'année, logique effectivement, d'atouts, des espaces préservés, du terroir, une relation avec les socioprofessionnels et les habitants de qualité, et qui va pas être comme ça en train de compter les points, mais plus, d'aimer, des destinations qui apportent cette vision, apaisée du tourisme, on va dire. Et parfois, le fait de ne pas avoir eu un développement, touristique, ultra intense, à certaines périodes, comme ça a pu être le cas, de certaines destinations en France, heu, représente un atout pour vous. Et c'est encore différent que de s'adresser, parce que sur ces 2-là, éventuellement, on peut assumer parfois un impact prix, que de s'adresser aux écosociaux ou aux éconatures où, là, pour le coup, il faut valoriser vraiment les bénéfices qu'ils vont y avoir, sans trop leur imposer, de s'engager eux-mêmes, dans un premier temps. Et bien sûr, les éco-résistants, a priori, c'est pas une cible. Voilà, donc choisir ses cibles, ça peut être différent selon les destinations, ça peut être différent selon les offreurs, ça peut permettre de se dire: «Voilà, moi j'accentue sur une chose et même si on n'a pas, 100 de l'offre, qui, répond, aux ambitions du durable, on a déjà des choses à dire». Communiquer et informer parce que, très souvent, de loin, on ne sait pas, on ne voit pas, on ne connaît pas. Donc, en amont de la visite, pendant la visite, après la visite, voilà, communiquer et informer. Sur ce sujet, ce qui est important, c'est de ne pas communiquer sur des intentions, c'est de ne pas communiquer sur une supériorité autoproclamée, mais les destinations sont plutôt modestes, et humbles, donc je sais que ce ne sera pas le cas, mais c'est de communiquer sur du tangible, du concret, du pragmatique. Parce que sinon, très vite, effectivement, on va être, voilà, dans cette spirale du greenwashing ou des attaques. Donc effectivement, communiquer sur du concret, et puis pourquoi pas sur des points de départ et des évolutions. C'est-à-dire, voilà, des résultats, des destinations ou des acteurs. On est parti de tel niveau, on est arrivé à tel niveau. Et surtout communiquer sur toutes les composantes du tourisme durable. Si la mobilité est plus difficile, il y a tout un tas de sujets, la nature préservée, le patrimoine bâti et matériel préservé, l'économie, le développement local, le tourisme autrement, le social RH, qui, permettent effectivement de se positionner sur tout ou partie de ces thématiques et d'appeler ou d'intéresser une diversité de clientèle, puisque, par exemple, l'accessibilité financière va être importante pour les écosociaux et ça peut être un registre de dire: «Nous, on fait du tourisme pour tous, on ne fait pas du tourisme élitiste, exclusif, et on fait du tourisme inclusif». Donc ça, c'est pas effectivement de communiquer sur le durable, même si j'ai beaucoup employé ce terme aujourd'hui, c'est un terme qui est évidemment technocratique. Ça n'est pas communiquer que sur l'écologie ou la préservation puisque c'est limité et puis que certaines clientèles vont presque le voir comme une contradiction ressentie avec le développement touristique. Vous voulez attirer des touristes dans des espaces préservés. C'est plus de communiquer, voilà, sur tous les éléments qui peuvent relever du durable sans forcément, dire, voilà, durable et tamponner et avoir une approche, un peu, autoproclamée. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est un critère de préférence d'une destination. C'est pas le seul, c'est pas le premier, on est d'accord, mais entre 2 destinations et éventuellement à atouts identiques, on va préférer, la France au sein de l'Europe ou la France au sein du monde ou une région-territoire au sein de la France, pour 50 à 2 tiers des clientèles françaises, britanniques, allemandes. On va préférer s'il y a un engagement sur ces sujets. Donc rester muet, c'est un risque, ou être muet de façon générale, c'est un risque. En revanche, voilà, se surafficher, c'est aussi un risque. Donc il faut trouver le bon niveau de discours sur ses atouts et sur ce qu'on peut proposer aux clientèles touristiques. Et donc, avant de laisser la parole à Yann, ce que je voulais vous proposer, voilà, c'est de se dire:
un communiqué déjà, parce qu'il y a tout un tas d'atouts sur lesquels on peut mettre le projecteur et montrer que dans vos destinations, dans vos offres, il y a des choses qui existent, qui sont faites et qui relèvent du tourisme durable. Et pourquoi pas définir collectivement un plan d'action pour aller encore plus loin. Un plan d'action bien sûr partagé entre partenaires et qui réponde aux objectifs en jeu du schéma régional. Et donc là, on vous propose une feuille de route qui serait dresser un état des lieux, parce qu'on voit que cet inventaire de toutes les initiatives, de toutes les offres, qu'elles soient à l'échelle des destinations, des collectivités, des socioprofessionnels, ce n'est pas forcément fait. Cette liste des gens labellisés, etc., on n'a pas quelque chose de complètement écrit, alors que les atouts sont là. 2, définir un plan d'action tous ensemble, court terme, moyen terme, long terme. Ensuite, très important dans ce domaine, définir des KPI, ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs de mesure, puisqu'il faut objectiver les progrès faits et, comme je le disais, ne pas s'auto-déclarer, et un calendrier, mettre en place des actions au sein du calendrier prédéfini, et puis démarche vertueuse, mesurer, identifier les écarts, corriger, remesurer, remettre en place des actions, ce qu'on appelle la méthode PDCA, Plan, Do, Check, Act. Je planifie, je déploie, je contrôle, j'ajuste. Ça permettrait d'être un deuxième niveau de communication renforcé sur le sujet, nourri par des actions, des évolutions chiffrées, portées par un collectif qui soit mobilisé, au-delà de ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les quick wins, c'est-à-dire je profite des atouts de mon territoire qui sont déjà là. Là, on traduit ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la France, le fait qu'il y ait une mobilisation et une politique volontariste. Et du coup, je vais laisser la parole aux questions, peut-être, là-dessus. Et juste après, tu me diras si tu veux prendre la main, Yann. Laisser la parole à Yann sur un état des lieux et les prochaines étapes. Alors, question ou réaction, hein, c'est ouvert. On a une réaction d'Anaïs Membré qui dit « Personnellement, je n'ai pas de structure, mais j'accompagne des restaurateurs et des gérants d'hébergement à aménager et à décorer leurs établissements de façon éco-responsable par le choix de matériaux, de mobilier, d'éléments de déco durables. L'objectif est de créer un concept fort et engagé qui permet de se démarquer et d'attirer une clientèle sensible au tourisme durable. » Super. Ça fait une initiative de plus, ouais. Et voilà, et une identification forte, c'est important. Merci Anaïs d'avoir partagé votre expérience. D'autres, des questions? Ou des remarques, ou des étonnements, voilà, c'est ouvert. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, pas de commentaires, on laisse la parole à Yann. Je te laisse reprendre la main, Yann, comme ça tu n'auras peut-être pas ce souci de partage, ou tu veux que je passe les slides? Si, partage du coup. Comme... Je partage? Oui, tu peux partager le doc comme ça. Alors, hop. Donc effectivement, comme on le disait en préambule, donc à l'issue de ce webinaire de présentation des principales conclusions de l'étude Atout France, et puis déjà d'une lecture à l'échelle régionale, ce qu'on a souhaité faire, c'est un premier recensement, alors qui n'est pas exhaustif, mais un premier recensement des démarches qu'on a pu entamer à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, et même si on voit qu'il y a encore effectivement évidemment pas mal d'actions à mettre en place. Néanmoins, il y a des choses qui ont même été faites ces dernières années, et du coup, l'idée, c'était d'en faire une petite synthèse, pas forcément exhaustive, mais une première synthèse, et puis du coup, ça permet effectivement de voir le chemin parcouru et ce qui peut encore être fait. Donc, c'est l'enjeu des mois et des années à venir. Donc, on a fait ce petit recensement à la fois donc, sur nos deux grands domaines d'intervention, qui sont la promotion com et le développement. Donc, si on commence par le promocom et un petit peu alors, on a commencé par Décibel Data parce que c'est un petit peu l'outil qui nous permet de qualifier les offres. Donc, depuis quelques
depuis 1 ou 2 ans. Donc, on a créé effectivement une coche tourisme durable qui permet de qualifier justement les offres qui sont ou sous label de tourisme durable. Donc, il y a plusieurs labels qui existent, mais pas uniquement, également les offres qui sont, les établissements qui sont engagés dans une démarche de tourisme durable, parce que parfois, effectivement, certains prestataires ne sont pas allés jusqu'à la labellisation. Il n'empêche qu'ils sont quand même engagés dans cette évolution là. Également, on a créé, au-delà d'une coche pour qualifier les offres, on a ouvert un champ texte qui permet justement, quand il s'agit plus d'initiatives que de démarches un petit peu de labellisation, aux prestataires de définir, de préciser un petit peu ce qu'ils ont engagé comme démarches qui peuvent être intéressantes à porter à connaissance de nos clientèles. Et donc, c'est notamment utilisé pour le site tourisme d'affaires. Et puis, du coup, avec tout ce travail-là, également, on a mis l'exemple d'un partenariat avec la Route des Potes, où là, du coup, avec eux et sur Decibel Data, ont été référencés donc, toutes les journées portes ouvertes qu'ils organisent sur des entreprises qui sont dans une démarche durable. En matière de promotion, donc, par rapport à tout ce qui est site web et réseaux sociaux, donc, vous savez qu'au CRT, on a à la fois des sites de destination, le site Sortez chez vous pour les habitants, un site spécialisé comme celui du tourisme d'affaires. Donc avec cette coche que j'évoquais tout à l'heure dans Decibel Data, ça nous permet d'afficher sur nos sites ces offres-là. Et donc avec une petite vignette qui spécifie que cette offre-là est une offre durable, ce qui permet de les distinguer par rapport aux autres. On valorise les marques qui sont, comment dire, en lien avec ce tourisme durable-là. Donc on pense à la marque Valeur Parc des différents parcs naturels régionaux dans nos plans de contenu. Dans les contenus, on a créé ici et là des tops d'offres éco-responsables. Donc, par exemple, sur les sites de destination, il y a eu des tops de créer sur les hébergements éco-responsables. Sur le site tourisme d'affaires également, donc on a créé un top des lieux de séminaire donc, qui ont des initiatives durables. Évidemment, c'était évoqué, mais tous les contenus liés à l'itinérance douce, tous les contenus sur les circuits courts de la gastronomie, et puis tous les contenus pousser des contenus où apparaît, à l'occasion d'une découverte touristique, ça permet l'échange et la rencontre avec des locaux, qui soient producteurs, agriculteurs, viticulteurs, artisans. Également, donc, dans les plans de contenu, notamment sur le site Montagne du Jura, il y a pas mal de messages de préservation et de protection de l'environnement, comme les conseils quiétudes qui ont été lancés par le Parc naturel du Haut-Jura, et puis des messages incitant aux gestes éco-responsables. Sur le site Sortez chez vous, mais pas uniquement, donc mise en valeur d'idées séjours en région, donc sans la voiture. Et puis également sur le site Sortez chez vous, la mise en avant de la mobilité avec une promotion des informations sur effectivement le site régional de mobilité de TER avec Mobigo. Si on poursuit sur tout ce qui est campagne de com, beaucoup des campagnes des marques de destination, Bourgogne, Montagne du Jura et Vosges, les budgets ont été réorientés vers des campagnes plutôt sur les ailes de saison, afin d'attirer les fréquentations. Donc c'est le choix depuis plusieurs années de communiquer davantage sur la Bourgogne pour l'automne, et puis pour les destinations montagne, un focus plutôt sur la saison du printemps. On supprime, ou en tout cas on met moins en avant en termes de visuel les sites qui sont un peu trop exposés. Je pense notamment aux cascades du Hérisson, donc au profit d'images sur des sites un peu plus confidentiels où les flux sont moins importants. Et puis on participe depuis maintenant 1 ou 2 ans à la campagne Explore France d'Atout France, qui a comme thème principal l'écomobilité et le tourisme durable. Et puis enfin sur la promocom, donc les supports de com, donc comme chez beaucoup d'entre vous, j'imagine, donc on essaie d'acheter des goodies qui sont plutôt fabriqués en matière la plus éco-responsable possible, les produits made in France, voire made in Bourgogne-Franche-Comté. On a réduit au maximum nos éditions papier au profit d'éditions dématérialisées avec les e-brochures qu'on peut générer avec Decibel Data. Et puis par rapport au support de com pour des salons, des événements, on essaie de produire notamment des kakémonos en des bâches éco-responsables. Je passe au chapitre suivant qui est le développement. En matière de développement, donc diverses choses qui ont été faites. Vous savez qu'on a déployé il y a de ça 2-3 ans avec Artifs l'application Se Mettre Vert. Donc il y a eu deux volumes à cette application. Un premier volume de 8 leçons donc d'initiation, et puis un deuxième volume davantage de perfectionnement avec 4 leçons, et qui se termine par un outil d'autodiac sur où on en est par rapport à son développement durable.
On a organisé des webinaires, par exemple, pour présenter le label Clé verte orienté tourisme d'affaires, puisque effectivement, il y a assez peu d'offres de tourisme d'affaires qui sont labellisées. Donc, Cindy, qui pilote le collectif tourisme d'affaires, avait pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Bon, le webinaire d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il rentre également dans cet objectif de professionnalisation. On a mis à disposition, en partenariat avec l'ADEME, des affichettes sur les éco-gestes. On nous est arrivé d'animer, de co-animer avec des territoires, je pense au parc du Morvan, parce qu'on on est intervenu 2 fois, et puis un office de tourisme du Haut-Jura Arcade. Donc on peut co-animer des ateliers à la demande donc, des territoires. Et puis un petit exemple également, alors entre développement et promotion, mais on a intégré dans le cahier des charges de Fantastic Picnic une exigence de mise en avant des initiatives durables des partenaires. Et puis en matière d'observation, on devrait sortir. Alors, on a participé avec les. Donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt d'ADEME auprès des CRT de France, pour savoir qui souhaitaient participer à des travaux pour essayer d'élaborer un guide méthodologique de mesure à l'échelle régionale des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les travaux sont en cours et donc on y a participé avec les CRT Normandie et Occitanie et on devrait, d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine, sortir quelque chose là-dessus. Donc voilà en termes de premier inventaire. Alors il y a d'autres choses, hein, je pense aussi, évidemment, je ne l'ai pas mis là, mais tout ce qui se fait avec alors l'ancien label qualité touriste qui avait déjà quelques critères tourisme durable, mais du coup avec le lancement de sa nouvelle version entre guillemets destination d'excellence, où beaucoup de critères, comment dire, sur le tourisme durable ont été intégrés. Donc ça va être le travail des mois et des années à venir, hein, donc la labellisation destination d'excellence en remplacement de qualité tourisme. Voilà, donc il y a plusieurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas exhaustif, mais ça permettait de dresser un premier inventaire. Euh, Également le LAMI, mais ça, c'est pas spécifique à nous, évidemment que, y compris en interne, on n'est pas encore dans une démarche RSE, mais on est en train d'y réfléchir, mais on a évidemment également pas mal mis en place d'actions pour réduire un peu l'impact environnemental de notre structure, que ce soit sur la vie au bureau, dans les déplacements, et avec nos achats fournisseurs. Je ne détaille pas puisque c'est assez classique, mais ça compte évidemment, c'est à la fois notre boulot à nous, c'est d'être nous-mêmes, je dirais peut-être de moins en moins reprochable, on va dire, et puis également ensuite dans le développement et la promotion de notre région, de notre destination, de promouvoir les offres durables et le tourisme durable. Donc sur les suites, donc là, actuellement au CRT, il n'y a personne en tant que tel de désigné spécifiquement sur cette filière-là. Et on travaille plutôt, notre message, c'est de dire que chacun est concerné évidemment dans ses différentes missions, mais on va néanmoins, pour faire avancer davantage les choses, et au sein du CRT, une équipe projet autour de ce tourisme durable. Donc pluridisciplinaire, on va essayer effectivement de faire appel également aux personnes intéressées dans la boutique, issues de plusieurs services, pour justement ensemble, du coup autour des conclusions qui vous ont été présentées ce matin, de définir effectivement une feuille de route. Selon la méthode qui a été présentée tout à l'heure par Béatrice, pour nous donner un plan d'action à court, moyen, enfin comme c'était également évoqué, à court, moyen, long terme, et de faire ça, effectivement, on va ouvrir ce groupe de projets d'ici la fin d'année et essayer de se fixer une premier plan d'action 2025 sur ce thème-là. Pour nous, c'est évidemment une priorité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le schéma régional de développement touristique loisir voté par la région l'année dernière donc, a mis en fil rouge ce tourisme durable. Donc, effectivement, on voit bien par rapport à ce qui a été présenté ce matin que il reste pas mal de choses à faire et qu'il y a pas mal de choses qui existent. Donc, évidemment, ce sera un travail qui se fera en lien avec nos partenaires. Nos partenaires, évidemment, les collectivités telles que, évidemment, la région, mais également tous nos partenaires des collectivités de destination, nos collectifs de filière, pour essayer d'identifier non seulement les offres, mais toutes les initiatives de tourisme durable dans la région pour les porter à connaissance de nos cibles de clientèle. Il y aura un travail également, évidemment, sur les personas qui ont été présentés ce matin, voir lesquels on privilégie, et en tout cas, ne pas leur adresser forcément les mêmes offres en fonction de qui ils sont. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Donc, comme je dis, c'est pas forcément exhaustif. On a pu, comment dire, zapper des choses qu'on a fait ces dernières années dans le domaine. Mais voilà, c'était pour vous dire en quelques slides ce qui avait déjà été un petit peu initié côté CRT. Est-ce qu'il y a des... Donc, je vois effectivement, donc Marie de Destination Loulisant, donc
met effectivement, qui nous envoie un lien de ce qui est de ce que son office promeut en offre en vacances éco-responsables. Donc je pense que c'est tout ce travail-là qu'il va falloir qu'on mène. Alors aussi, j'ai oublié, mais on l'a également aussi avec la mascotte, essayer de, voilà, Béatrice parlait tout à l'heure d'un inventaire. Donc nous, on a fait là, on a un peu un inventaire, je dirais, des actions qu'on a fait ces dernières années sur le secteur. Mais c'est voilà, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est l'inventaire de l'offre, entre guillemets, et puis des initiatives des uns et des autres pour justement mieux communiquer sur ce tourisme durable au sens large. Pendant que tu intervenais, Yann, il y a eu plusieurs réactions dans le chat. Donc, notamment Laetitia qui dit, je trouve bien le principe du tourisme durable. Elle a un gîte depuis 1 an, mais elle dit comment le mettre en avant sans passer par le label Clé Verte ou un autre, car tous les labels sont payants. Voilà. Une Alors, j'ai réaction. peut-être un petit élément de réponse là-dessus. Hein. On n'a pas tout dit, il y a beaucoup de choses dans l'enquête, mais ce qui est important, effectivement, c'est pour les clientèles sur le sujet des labels, c'est soit des labels très reconnus. Bon, voilà, Clé Verte peut en faire partie, l'écolabel européen aussi, très reconnus, plutôt à minima national, voire international, soit des engagements clairs du professionnel. Mais finalement, tout ce qui va être multiplication de trop de labels perd le consommateur. Donc, il veut voilà, soit des marques, des marques labels extrêmement reconnues, soit des choses très simples, très concrètes qui sont portées à sa connaissance. Parce que finalement, c'est plus traçable, c'est plus simple, ça ne relève pas du greenwashing. Et donc, voilà, les deux possibilités sont offertes. Donc, ça peut répondre à la question, communiquer simplement sur son site internet, sur ses outils de communication, quand les personnes sont là, sur ce que chacun fait à son échelle. Et ça, c'est très apprécié aussi. Oui, il y a un commentaire là dans le chat de la part de la commune des Vosges qui dit pour les hébergeurs, vous avez la possibilité d'être référencé sur l'application Gringo. Voilà. Aussi. Donc, ça peut être une piste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc Véronique Roussy qui dit nous avons aussi un gîte depuis 1 an, on fait le maximum pour être dans une démarche de tourisme durable. Les clients y sont sensibles et nous ne savons pas encore comment communiquer en amont. Voilà. Et donc il y a quelqu'un qui dit la labellisation est effectivement un moyen, mais pas le seul. Vous pouvez parler de vos engagements dans vos descriptifs d'hébergement, sur votre site internet, vos réseaux, créer une charte environnementale, annoncer ce que vous attendez de vos clients, valoriser ce que vous leur proposez pour qu'ils respectent ces engagements, valoriser sur les réseaux des aménagements que vous mettez en place, oui, tout simplement le dire, quoi. C'est vrai que Et c'est pour ça aussi qu'on s'était pas limité dans Decibel Data à avoir cette coche entre guillemets qui était liée effectivement au label qu'on connaît, mais d'avoir aussi ce champ descriptif, parce qu'effectivement, si on se limite au label, il y a à date assez peu d'offres finalement qui sont, même si effectivement ça progresse, il y en a de plus en plus qui effectivement se font labelliser avec un label tourisme durable, mais il y a aussi pas mal d'offres qui sont engagées quand même dans cette démarche-là, sans être passées forcément tout de suite à la labellisation. Et du coup, ce champ descriptif permet justement de décrire ce qu'on fait et ça peut remonter du coup sur vos fiches qui du coup sont dans les flux qui alimentent nos sites internet, quoi. Il y a la remarque de Marielle aussi du Parc naturel du Morvan qui dit n'hésitez pas à faire appel aux compétences de vos partenaires pour alimenter cette feuille de route. Elle dit par exemple les PNR ont une certaine expérience sur le sujet du tourisme durable. Voilà. Bien sûr. Quelqu'un qui dit qu'il faut encourager aussi sur les énergies renouvelables. Et je remarque que les hébergeurs ne savent pas vers qui s'adresser pour valoriser leur gîte ou autre. Peut-être appeler les partenaires vers qui se tourner, les Comcom, les offices de tourisme, les collectifs de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Et il y a Fabienne qui dit y a-t-il des solutions prévues pour aider les montagnes du Jura à développer la mobilité douce? Par exemple, aider les loueurs de vélos électriques à s'installer, installer des bornes solaires de recharge, développement des transports en commun pendant la saison estivale. Yann
Bah, alors, sur tout ce qui est bornes, etc., je pense qu'effectivement, dans le cadre des règlements d'intervention de la région, effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Sur le développement des transports en commun, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que c'est assez coûteux, mais c'est effectivement un vrai problème. Mais ça, c'est souvent du coup plutôt la direction des transports de la région qui est à la manœuvre pour ces sujets-là. Donc, par contre, bon, effectivement, sur les premiers exemples qui sont cités, là, je pense que dans les différents règlements de la région, il y a matière à effectivement ce qui est du soutien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la région, je ne crois pas avoir repéré. Non, il n'y a personne. Non. Il n'y a personne. Non. Mais c'est effectivement par rapport du coup à notre to-do list, hein, c'est fait par rapport aux différents commentaires qui ont pu être mis, c'est fait sans doute de dresser enfin, un annuaire de tous les organismes qui peuvent aider, à quoi ils peuvent aider, hein, parce qu'effectivement, selon les organismes, les aides ne sont pas forcément de la même nature, hein. Je ne parle pas là des aides financières, mais en tout cas des aides techniques. Euh, et puis après, les uns les autres, dans nos différents séances de travail avec des acteurs du tourisme, c'est de présenter justement ce qui peut être fait et comment on peut les aider. Il y a effectivement l'ADEME, là, je crois que c'est une question de l'ADEME là, dans le dernier commentaire. Effectivement, là, dans le cadre des années post-Covid, il y a eu pas mal de soutien financier de l'ADEME pour accompagner des démarches sur le sujet. Et oui, comme tu disais, il y a une dernière question là. Quelqu'un qui dit, est-ce que c'est l'ADEME qui peut nous aider dans une démarche de sensibilisation au tri des déchets sur notre site qui accueille environ 12 000 personnes par an? Ah, peut-être que là, les affiches justement qu'on a mis en place, il me semble que dans les affichettes que l'ADEME a conçues et a mis à disposition des différents territoires français. Donc nous, on a eu un partenariat avec eux pour du coup les mettre aux couleurs de nos destinations. Donc ça, typiquement, donc j'ai pas en tête effectivement le détail de ces affichettes, mais il me semble que c'est un peu par thème, hein, donc la préservation de l'eau, le tri des déchets, etc. Donc j'imagine qu'il y a une affiche sur le tri des déchets. Donc typiquement, ce kit d'affiches pourrait vous être envoyé pour vous le mettiez effectivement chez vous, pour inciter du coup vos clientèles à avoir les bons gestes, les bons éco-gestes, et notamment le tri des déchets, quoi. Je mets le lien concernant les affiches de l'ADEME Ouais. qu'on a créé, qui est en ligne sur le site pro. J'ai vu qu'il y avait Gaël qui disait au niveau de l'ET de Beaune, nous animons un groupe de travail composé de sociopros élus et partenaires. Nous avons défini un plan d'action. Nous orientons principalement sur la sensibilisation des voyageurs avec mise en place de supports permettant à nos prestataires de sensibiliser leur clientèle via newsletter. Pardon. Nous communiquons toujours. Nous communiquons sur nos tips durables, valorisons des prestataires aspirants, réunion de sensibilisation des sociopros. Nous avons d'ores et déjà identifié des offres durables sur Decibel Data et sommes en train de travailler à la mise en place d'une section dédiée sur notre site internet. Bravo. Et non, je pense qu'on a tout vu. Solution pour les montagnes du Jura. Ah. Donc je pense du coup, via évidemment, vous êtes tous destinataires de notre newsletter pro, donc je pense on aura, quand ce sera du coup structuré au sein du CRTEC, cette fameuse équipe projet, du coup, que vous en serez informés par ce biais-là, et du coup, il y aura peut-être d'autres webinaires ou dans le cadre des réunions des collectifs, des travaux un peu en partenariat avec vous, du coup, institutionnels ou sociopro. Mais n'hésitez pas, du coup, la même façon que vous avez procédé là pendant le webinaire, là, à effectivement mettre dans les commentaires des infos, bah, n'hésitez pas à nous alimenter. Alors après, ou moi en direct, ou du coup
votre porte d'entrée, entre guillemets, si vous avez l'habitude de travailler à tel autre responsable destination ou tel responsable filière ou telle autre personne, au CRT, bah, vous ne changez pas vos habitudes et ça va être à nous en interne de s'organiser pour mieux globaliser et centraliser toutes ces infos pour mieux les relayer. Est-ce qu'il y a Moi, d'autres non, je pense questions? qu'on J'ai arrive pas l'impression. à la fin. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Béatrice. Si, je vois une dernière. Il y a une dernière. Oui, on va y venir. Merci Béatrice et Yann pour vos interventions. Donc, comme je disais au début du webinaire, vous recevrez un mail avec le replay du webinaire. On mettra également la présentation PowerPoint à disposition. Le replay sera disponible sur notre site professionnel. Puis je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain. Là, ça sera une toute autre thématique puisque nous allons aborder le SEO, le référencement naturel. Ça sera un webinaire qui sera organisé en partenariat avec Google France. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler que tout le programme complet des webinaires jusqu'au début janvier 2025 est en ligne sur notre site professionnel avec toutes les dates, tous les descriptifs et les liens pour vous inscrire. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Donc, merci à tous pour ce moment d'échange. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont déjà inscrits. Sinon, à très bientôt. Bonne journée.